C'est une grande foule. C'est une grande belle foule. Nous avons une tentative d'assassinat d'un ex-président. J'ai récemment vu quelque chose qui disait « Regardez ce qui s'est passé ». Wide into the means were now seen. In the passing of Sibia in this dead to bail. Ils étaient destinés à empêcher son élection afin de sauver notre démocratie aux yeux de l'idiot qui a fait cela. Un homme se fait tirer dessus et survit. D'accord, vous devenez assez populaire. Bien sûr, Donald Trump est une personnalité bien connue en termes de réputation personnelle hors du commun. Il y a beaucoup de gens qui l'embrassent avec ferveur et enthousiasme et pensent qu'il est le seul capable de diriger le pays dans la bonne direction. D'une certaine manière, je dirais qu'il est une source d'embarras pour les États-Unis. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Je ne vous le dirai pas. Cela pourrait être une bonne chose pour certaines personnes, vous savez, parce que cela sape les politiques des États-Unis, qui sont en réalité hostiles au monde. Et il y a peut-être un nombre égal de personnes qui croient fermement qu'il est la pire chose pour le pays. Donald Trump est arrivé là où il est en étant très clivant et en faisant appel à la politique identitaire du ressentiment blanc. Les chrétiens sortent et votent juste cette fois, préoccupés par les valeurs bibliques fondamentalistes chrétiennes et autres, et en faisant appel aux circonscriptions rurales. Mais vous pouvez entendre un langage apocalyptique des deux côtés. Vous pouvez entendre des républicains dire que si Kamala Harris est élue, c'est fini, nous n'avons plus de pays. Vous entendez des gens dire que si Trump arrive, c'est fini. C'est un fasciste, et nous allons être dans une dictature. Et cela polarise non seulement les gens, mais aussi les familles. Des familles ont été ruinées. Des familles ont été détruites. Des jeunes de 13, 14, 15 ans ont été expulsés de chez eux par leurs parents parce qu'ils pensent différemment de leurs parents. Il n'est pas bon pour un pays d'être aussi divisé que les États-Unis le sont actuellement. Maintenant, nous savons que Donald Trump est un diviseur. Donc, Trump est certainement une menace pour la démocratie. Il a déjà essayé de la mettre fin une fois, et ce n'est pas une exagération. Il a littéralement dit que nous devrions mettre fin à toutes les règles, réglementations et articles de la Constitution. Donc si vous dites que nous devrions mettre fin à la Constitution, vous êtes évidemment une menace pour la démocratie. Si Trump gagne, nous déménagerons certainement en Australie. Quittez l'Australie, rentrez à la maison. Un autre candidat, qui est l'actuel président, s'est retiré de la candidature et est remplacé par la vice-présidente Kamala Harris. Avec la première dame. Kamala Harris, lorsqu'elle est devenue candidate, a souligné comment elle en est arrivée là, étant la fille d'un père africain-caribéen et d'une mère sud-asiatique, pour essayer de représenter tout le monde en tant que procureur. Tout son argument était que, bien que je sois une femme et que je sois une personne à la peau brune, mon objectif est de représenter tout le monde. Elle ne pourrait pas gérer des toilettes, elle ne pourrait rien gérer. Elle ne sait pas ce qu'elle fait, elle n'a jamais rien fait. Si mon plan économique renforcerait l'économie américaine, le sien l'affaiblirait. Je suis également un capitaliste, et je connais les limites du gouvernement. Elle est en fait une marxiste, voire communiste. Souvenez-vous, je disais tout le temps, notre pays ne sera jamais socialiste, n'est-ce pas? Nous n'aurons pas de socialistes. Eh bien, j'avais raison. Il y a suffisamment de raisons, si l'on met de côté l'aspect partisan et polémique, pour s'inquiéter des États-Unis en ce moment. L'immigration est une chose. L'inflation, la solidité à long terme de l'économie. Tu sais, en plus de cela, les gens ont du mal à payer leur loyer. Les gens ont du mal à vivre réellement. Et beaucoup de gens ne savent pas comment ils vont payer le loyer ce mois-ci ou s'ils vont devoir choisir entre l'électricité et le loyer. Un candidat au Congrès se présente maintenant dans ce district, dans le district le plus pauvre du pays. Dans certaines parties du Bronx, tu y vas et tu vois des gens, ils sont allongés, et tu ne sais pas s'ils sont morts ou s'ils sont juste vraiment défoncés. Tu ne sais pas ce qui se passe avec les gens ici dans le Bronx, qui s'effondrent comme ça dans les rues. Horrible. Arrêtez les drogues ici. Arrêtez les drogues, qui sont le principal problème. Pourquoi personne ne s'attaque à ce problème? Arrêtez les dealers d'angle qui le font depuis des décennies, depuis que je suis ici. Arrêtez ça. Et ensuite, vous dites que vous avez fait quelque chose. Le système démocratique aux États-Unis est chaotique. C'est embarrassant. Et c'est une insulte au principe fondamental de la réactivité démocratique. Vous n'avez pas besoin d'être formé en tant que politologue pour comprendre que le système de démocratie de ce pays est extrêmement inégal.
Mais ensuite, vous avez aussi certains des codes postaux les plus riches, comme quand vous allez à Riverdale. C'est une zone très riche dans le Bronx et c'est aussi dans le même arrondissement. Vous savez que vous avez le district congressionnel le plus pauvre du pays et vous avez aussi une ville très riche où vous avez Manhattan, où certains de ces condos, certains de ces loyers sont extrêmement chers et ont été rendus chers pour des raisons visant à expulser les personnes pauvres, vous savez, et à en faire un paradis pour les banquiers. Et New York est devenu ainsi parce que nous n'avons plus une économie productive. Vous avez des gens qui luttent vraiment, vraiment. Il y a tellement de richesses dans le monde et tellement de richesses aux États-Unis que si vous pouviez la libérer pour répondre aux besoins de base de tout le monde, vous pourriez produire des sociétés dans lesquelles les gens seraient vraiment heureux de vivre. C'est la démocratie pour les plus riches et rien pour les plus pauvres. Leurs préférences sont systématiquement sous-représentées dans les choix politiques de nos représentants. Je veux dire, regardez cette région. Le Bronx est dirigé par les démocrates depuis plus de 50 ans. Vais-je dire que les républicains feraient mieux? Non, ils feraient pire. Je m'appelle Vish Burra, je suis le secrétaire exécutif du New York Young Republican Club. Vous êtes actuellement dans le clubhouse du New York Young Republican Club. Le New York Young Republican Club est un lieu de rencontre, un centre. Mon adversaire a un plan que j'appelle la taxe de vente Trump. En plus de cela, nous avons des millions de personnes. La culture woke est un virus. Le 5 octobre, si vous voulez rejoindre l'équipe Trump Go Lady, de jeunes conservateurs et républicains localement, mais aussi une citadelle et un phare pour les républicains et les conservateurs et les personnes qui sympathisent avec nos vues et valeurs à l'échelle mondiale. Richard Nixon, ancien président des États-Unis, était membre de ce club, le New York Young Republican Club, un grand soutien du club. Là-haut, Allen Dulles, c'est lui qui a essentiellement créé la CIA, donc le fondateur de la CIA était membre de ce club. Nous rendrons l'Amérique forte à nouveau. Nous rendrons l'Amérique riche à nouveau. Nous rendrons l'Amérique fière à nouveau. Nous rendrons l'Amérique sûre à nouveau. Et oui, ensemble, nous rendrons l'Amérique grande à nouveau. MAGA signifie que nous sommes formidables. Nous sommes le meilleur pays du monde. Vous savez, avoir cette fierté pour votre pays, je pense que c'est très important. Il y a donc 3 piliers sur lesquels reposent les valeurs MAGA, l'ensemble des valeurs MAGA ou les priorités MAGA. La première et principale priorité est de contrôler et de limiter l'immigration de masse et l'immigration illégale. C'est donc la toute première étape, c'est la priorité, cela a toujours été la priorité. MAGA signifie restaurer le rêve américain parce que le rêve américain est mort dans ce pays. Le plus grand défi pour ce pays est le système de justice instrumentalisé, ainsi que la frontière ouverte, c'est 2 choses. Ils vont de pair, car une frontière ouverte aide les vétérans, notre État administratif, le Parti démocrate. Ce n'est pas un système durable. Nous avons toujours eu une certaine immigration illégale, mais les chiffres que nous avons vus au cours des 4 dernières années sont à un niveau que la plupart des Américains ne peuvent pas comprendre. Vous avez une ville dans l'Ohio avec 40 000 habitants et vous avez 20 000 personnes qui ne sont pas américaines. Vous pouvez les appeler immigrants ou nouveaux arrivants ou les appeler comme vous voulez. À la fin de la journée, ils n'ont pas gagné. Ce qu'ils ont fait à notre pays en permettant à ces millions et millions de personnes d'entrer dans notre pays est inacceptable. Avez-vous été à notre frontière sud? Non. Elle est ouverte. Elle est ouverte. J'y suis allé et il y a eu quelques tentatives de construire une barrière physique. Nous avons eu au minimum entre 10 et 12 millions de personnes qui ont traversé la frontière illégalement pendant l'administration Biden-Harris. Le Congrès des États-Unis, y compris certains des membres les plus conservateurs du Sénat des États-Unis, a proposé un projet de loi sur la sécurité des frontières que j'ai soutenu. Nous savons qu'il y a des personnes sur des listes de surveillance terroristes, des centaines ou des milliers d'entre elles qui passent. Bien sûr, c'est un risque pour la sécurité.
Eh bien, à l'échelle mondiale, le capital veut que les gens se déplacent des pays pauvres du monde, dans le tiers-monde, le sud global, vers des pays riches comme les États-Unis et l'Europe occidentale. Et c'est quelque chose qui a toujours été le cas du point de vue des multinationales. Elles veulent plus de travailleurs, elles veulent des travailleurs bon marché. J.D. Vance a même dit que les prix de l'immobilier en Amérique augmentent à cause des immigrants. Mais les immigrants viennent ici sans argent. Les gars qui traversent la frontière, ils ne prennent même pas l'avion. Parfois, des gens prennent l'avion et dépassent la durée de leur visa. C'est différent. Mais ceux qui traversent la frontière depuis le Mexique n'ont pas un sou. Quoi? Ils sont allés acheter une maison à $1 million et ont fait monter vos prix de l'immobilier. Comment pourraient-ils? Ils n'ont pas d'argent. La migration est le bouc émissaire qui sera utilisé par les politiciens, qu'ils soient libéraux ou conservateurs. Nous allons commencer la plus grande expulsion de masse de l'histoire de notre pays. Ce que nous avons fait, c'est réduire de moitié le flux d'immigration illégale. Nous avons réduit de moitié le flux de fentanyl. Mais nous avons besoin que le Congrès puisse agir pour réellement résoudre le problème. La migration est accusée de tous les problèmes. La raison pour laquelle le coût de la nourriture a augmenté est d'une manière ou d'une autre attribuée à la migration. La raison pour laquelle l'inflation se produit dans le logement et d'autres catégories est parce que les migrants sont ici. Il y a ces fausses idées selon lesquelles les migrants prennent des services ou vivent du système, alors qu'en fait, elles contribuent réellement à l'économie. Je ne suis pas raciste. Je n'ai aucun problème avec les gens qui viennent ici. Faites-le de la bonne manière, comme tout le monde. Mes grands-parents ont dû le faire de cette façon. Donc, Donald Trump utilise ce mensonge pour perpétuer la croyance que les migrants sont la source des problèmes des gens, parce que, plutôt que de dire que la source des problèmes des gens est la politique étrangère des Américains et les guerres à l'étranger, il préfère en blâmer les migrants. Cela aide même les classes dirigeantes dans ce sens. À Springfield, ils mangent les chiens, les gens qui sont arrivés, ils mangent les chats, ils mangent les animaux de compagnie des gens qui vivent là-bas. C'est un désastre. Et à la fois, le Parti démocrate et le Parti républicain utilisent la politique identitaire pour détourner l'attention de cette division fondamentale de classe. Le Parti républicain dit que le problème, ce sont les immigrants, et utilise la politique identitaire blanche pour essayer de détourner l'attention de cette énorme division de classe dans notre pays. C'est pourquoi nous défendons la liberté d'expression, plaidons pour les prisonniers politiques et condamnons la persécution des femmes, des minorités religieuses ou des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles ou transgenres. Pendant ce temps, le Parti démocrate dit que tout le problème, ce sont les hommes blancs stupides. C'est le problème. Le problème, ce sont ces perdants blancs stupides qui se sont rassemblés autour de Donald Trump. Tout est sexiste, tout est raciste, tout est homophobe, et vous devez tout signaler. Woke. C'est un terme qui remonte aux années 1940, lorsque les Afro-Américains faisaient référence au fait d'être réveillés face à l'injustice. Mais cette histoire a largement échappé aux dirigeants actuels, comme par exemple notre ancien président. Et je n'aime pas le terme woke parce que j'entends woke, woke, woke. Vous savez, c'est juste un terme que la moitié des gens ne peut même pas définir, ils ne savent pas ce que c'est. Tout d'abord, l'éveil, comme le politiquement correct, était censé montrer une sensibilité particulière à l'oppression de divers groupes identitaires, raciales, ethniques et sexuels. Le mouvement de l'éveil a commencé à semer le doute, ou a prétendu semer le doute, mais sur des faits biologiques fondamentaux. Biological facts. Ce que nous comprenons de la biologie, par exemple, c'est qu'il y a des mâles et des femelles.
Donc, je connais un père gay en Floride et il a dû retirer des photos ou ils ont retiré les photos pour lui de l'annuaire où il posait avec ses enfants et il y avait un drapeau de la fierté en arrière-plan. Maintenant, c'est leur maison. Il a adopté ses enfants et il les a élevés. Il est maintenant un père célibataire et c'est un père incroyable. Mais l'État de Floride dit que vous n'êtes pas égal. Je ne veux pas voir votre drapeau arc-en-ciel. Je ne veux pas savoir que vous êtes gay. Je me fiche de ce que dit Hollywood. Je me fiche de ce que disent les grandes entreprises. Ici, je me tiens. Je ne recule pas. Et si je découvre que tu es gay, je pourrais punir l'enseignant pour l'avoir permis. Il pourrait infliger une amende allant jusqu'à 10 000 $ aux enseignants pour avoir traité les personnes homosexuelles comme des égaux aux personnes hétérosexuelles. Les enfants LGBT sont résilients, ils sont courageux, ils se battent, ils ne vont nulle part. Et nous les soutenons, cette administration les soutient. À mon avis, certaines parties sont devenues totalement malsaines. Toute cette histoire avec les bloqueurs de puberté, vous regardez ce que dit la science, où il y a eu tant d'études faites à ce sujet, et ensuite vous devez regarder ce que dit la science, mais c'est devenu ce que nous appelons en anglais un test décisif. Si vous ne les soutenez pas, alors vous êtes réactionnaire. Je veux envoyer un message à toute la communauté, en particulier aux enfants transgenres. Vous êtes aimés, vous êtes entendus, vous êtes compris, et vous avez votre place. Je suis moi-même gay, mais je suis également un peu préoccupée par la manière dont les questions liées aux personnes transgenres se déroulent dans les écoles primaires et les collèges. Si vous avez une personne noire dans l'élite dirigeante, ce n'est pas suffisant. Vous devez avoir une femme noire dans l'élite dirigeante et ce n'est pas suffisant. Vous devez avoir une femme noire lesbienne dans l'élite dirigeante et ce n'est pas suffisant. Vous devez avoir une femme noire lesbienne avec handicap parmi l'élite dirigeante. Ainsi, tout le monde a commencé à multiplier ses oppressions et à exiger leur place parmi l'élite dirigeante en raison de leurs multiples oppressions. Ce dont les gens souffrent vraiment, c'est de l'oppression de classe, disons. Je ne veux pas parler comme un marxiste, mais il y a certains principes selon lesquels le fossé des inégalités de revenus s'agrandit. Eh bien, si vous êtes obsédé par l'identité, vous ne verrez pas la communauté que vous avez si vous êtes noir ou latino avec un homme blanc pauvre. En fait, au moment de vérité, lorsque nous avons eu le plus grand défi au capitalisme d'entreprise dans l'histoire moderne des États-Unis, tout le mouvement woke a collaboré avec la classe dirigeante. Kamala Harris, elle est évidemment la candidate woke. Tu sais, nous devons rester éveillés. Tout le monde doit être éveillé. Et on peut discuter de qui est le plus éveillé ou plus éveillé, mais il faut juste rester plus éveillé que moins éveillé. Oui. Kamala Harris a marqué l'histoire en devenant la première femme noire et candidate américano-asiatique à diriger la liste d'un grand parti lors d'un vote virtuel de la DNC. Kamala Harris n'a rien gagné. Elle a simplement été choisie à huis clos. Personne n'a eu son mot à dire. Et une fois qu'elle a été sélectionnée par le cercle restreint de l'élite dirigeante, à commencer par Biden, puis Pelosi et Schumer et Obama. La démocratie fonctionne, Amérique. Il continue de dire qu'il est une menace pour la démocratie. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait pour la démocratie? La semaine dernière, j'ai pris une balle pour la démocratie. Qu'ai-je fait contre la démocratie? Nous ne vivons donc pas vraiment dans une démocratie ici. C'est un refrain très courant, mais je pense qu'il vaut la peine de le répéter. Nous vivons dans un système plutocratique où l'on peut examiner les données. Nos choix politiques correspondent aux intérêts d'un secteur très spécifique et non à la grande majorité des gens dans ce pays. 3 personnes aux États-Unis, 3, comme toi et toi, contrôlent plus de richesses que 50 autres pays. Prenez celui que vous voulez. C'est pas d'importance. C'est tout simplement un chiffre stupéfiant. 3 personnes qui se tiennent devant moi contrôlent plus de richesses que la moitié de notre pays. C'est la principale source de polarisation.
Je pense que les États-Unis, à bien des égards, sont antidémocratiques. Ce n'est pas parce que vous votez une fois tous les 4 ans pour un président ou une fois tous les 2 ans pour un leader local que cela constitue nécessairement une démocratie, à mon avis. Je suis Chas Freeman, j'ai été diplomate de carrière pendant 30 ans, j'ai eu une carrière très passionnante. J'étais l'interprète de Richard Nixon lors de sa visite à Pékin. Si j'étais un diplomate à Washington, rapportant sur la politique américaine, comme vous le faites, je dirais que nous entrons dans une période pré-révolutionnaire. Dieu Tout-Puissant. Amen. Rien ne fonctionne vraiment et soi-même. Là, ce n'est pas le cas. C'est une combinaison de dysfonctionnements. Rien n'est fait. Et ça m'a corrompu. Dans ce pays, nous avons légalisé la corruption. Nous l'avons rendue légale. Nous avons dit que l'argent est une forme d'expression et que tout politicien devrait pouvoir recevoir n'importe quelle somme d'argent de n'importe quel acteur qu'il souhaite. D'accord. Donc ce n'est plus de la corruption. Ce sont des contributions de campagne. Mais comment appelez-vous cela? Comment appelez-vous cela quand une entreprise vous propose un accord en tant que candidat et que vous arrivez au pouvoir que vous servez leurs intérêts? Si vous êtes élu à la Chambre des représentants aux États-Unis, vous tendez la main pour des contributions, 30 000 $ par semaine, afin de pouvoir vous représenter. Et cela signifie que quiconque a de l'argent peut acheter votre loyauté. Le prix n'est pas si élevé. La plupart des gens peuvent être achetés pour une somme relativement modeste. Et même si c'est une grosse somme qu'ils veulent, les élites dirigeantes sont si riches maintenant, 50 millions ici, 100 millions là, qu'elles pourraient acheter n'importe qui. Et donc la corruption est endémique. Et le public le comprend, c'est pourquoi il tient le Congrès en si basse estime. Les politiciens à Washington aiment la corruption. Donc je les déteste bien plus que je ne déteste les électeurs républicains. Alors ces gars-là disent, les politiciens républicains et démocrates disent, donnez-moi l'argent des donateurs. Donnez-moi $1 milliard. Je ferai tout que les donateurs disent. Sur de nombreux sujets, ils sont exactement les mêmes. Donc il n'y a pas le choix qu'il devrait y avoir. En fait, nous avons un duopole, un système autocratique à 2 partis, si vous voulez, dans lequel les choix sont très limités. Et les électeurs ne sont pas contents de cela. Dans le cadre de nos réductions d'impôts supplémentaires, nous supprimerons toutes les taxes sur les heures supplémentaires. Vous savez ce que cela signifie? Tous les médias américains mentent. Ils prétendent que ces gars-là ont des débats et des discussions. Oh, que pensez-vous des impôts? Oh, vous pensez qu'ils devraient être plus bas pour les riches aussi? Oh mon Dieu, moi aussi. Et puis certains feront semblant. Oh non, ne le faites pas les gars. Oh, bon sang, ils l'ont fait. C'est tout du théâtre. C'est un très très mauvais théâtre, n'est-ce pas? Donc c'est un tas d'acteurs perdants qui sont essentiellement des serveurs et serveuses pour les riches. Et ils les servent. Donc je n'ai aucun respect pour eux. Vous voyez en un sens la corruption des 2 partis. Je veux dire, ces gens, à mon avis, sont des traîtres à la nation, pas au parti, parce que la fondation des États-Unis était contre le colonialisme. Par conséquent, notre but était de démontrer que le peuple peut être digne de confiance pour se gouverner lui-même. Et ce que vous voyez à chaque étape, c'est qu'ils disent non, vous ne pouvez pas faire confiance au peuple pour se gouverner lui-même. Eh bien, vous savez, beaucoup de gens aiment se référer à l'État profond d'une manière qui est conspirationniste. Et je dirais qu'il n'est pas vrai qu'il existe un État profond qui opère. Nous devons contrôler les médias, nous devons contrôler le débat, et nous devons nous assurer que les gens restent stupides pour qu'ils ne sachent pas ce qui se passe. Et je pense que vous avez ce genre d'alliance de personnes qui préféreraient vraiment avoir une dictature ou une sorte de, je sais pas, non-élection qui se rassemble. Je dirais que l'État profond incarne l'establishment des États-Unis. Quand vous mentionnez les personnes qui étaient néoconservateurs, elles font partie de l'État profond. L'État profond se compose de personnes réelles, d'organisations et d'institutions du gouvernement américain qui opèrent à différents niveaux pour s'assurer que la désinformation est fournie et avancée afin que les gens n'aient pas une idée de ce qui se passe réellement. Eh bien, c'est très influent, et je vous rappellerai que lorsque le président Eisenhower a inventé cette expression, il a parlé du complexe militaro-industriel congressionnel.
Nous devons nous prémunir contre l'acquisition d'une influence injustifiée, qu'elle soit recherchée ou non, par le complexe militaro-industriel. Le potentiel pour l'ascension désastreuse d'un pouvoir mal placé existe et persistera parce que le complexe militaro-industriel est fondamentalement une entreprise privée de nom. En réalité, c'est une entreprise d'État, parce que tout est financé par l'État. Autant dire que c'est une entreprise publique. L'influence totale, économique, politique, voire spirituelle, se fait sentir dans chaque ville, chaque capitole d'État, chaque bureau du gouvernement fédéral. Et elle prend l'argent qu'elle obtient des contribuables et corrompt le Congrès pour obtenir plus d'argent. Donc maintenant, en plus de cela, nous avons le complexe du renseignement, 17 agences de renseignement qui ont également de gros budgets et qui ne sont pas responsables devant le public par définition. Eh bien, permettez-moi d'être très clair. L'élection de 2020 a été volée au président Donald J. Trump. Dans la mesure où nous avons une situation similaire, vous savez, comme l'activité du 6 janvier, je ne sais pas, évidemment, ils ont érigé des murs plus hauts cette fois-ci. Cela est peut-être la façon dont nous utilisons ça. La plupart des élections à venir vont être 50-50, 51-49, 53-47, n'est-ce pas? C'est là que ça va aller principalement. À moins qu'il ne s'agisse d'une grande victoire de 56-57 d'un côté ou de l'autre, personne ne va croire à l'élection. C'est donc un problème très profond et difficile que nous devons résoudre. Nous avons besoin d'une victoire décisive. C'est la seule façon de commencer à restaurer la confiance dans le système électoral. Que cela se manifeste en quelque chose de plus violent ou de plus durable, je ne sais pas vraiment, mais je suis sûr que nous aurons une réaction très similaire à la dernière fois. À bas ces démocrates. Donc nous avons besoin que les démocrates perdent d'abord peut-être 2 fois pour qu'ils se fragmentent et redeviennent un parti régional. Rappelez-vous, nous avons eu une guerre civile dans les années 1860. Le système de gouvernement des États-Unis et notre politique en général ont été décrits comme une invitation à la lutte. La lutte est ce que nous faisons. Dans ces situations, lorsque personne ne commence à faire confiance aux résultats d'une manière ou d'une autre, c'est la guerre civile. Les États-Unis sont clairement en déclin. À ce sujet, je ne pense pas qu'il puisse y avoir de doute. Exactement où ils en sont dans ce déclin, je ne peux pas le dire. Voici le sommet, disons les années 1960 jusqu'à environ 1976, les années Carter. Donc, c'est le sommet. C'est une pas autre. Mais nous assistons à l'effondrement de la République, de l'ordre constitutionnel qui a fait de nous ce que nous sommes depuis 240 ans. Est-il en déclin? Est-il en déclin? Je peux dire, mais le fait que les États-Unis soient en déclin, je ne pense pas que ce soit sujet à une question sérieuse. Vous pouvez le voir. Je me souviens, je n'étais pas là, mais je me souviens qu'après notre convention constitutionnelle à Philadelphie, il y a 2 siècles et demi, quand Benjamin Franklin est sorti, on lui a demandé « Qu'est-ce que vous nous avez donné ?» Et il a dit « Une république, si vous pouvez la garder. » Je pense que nous sommes en train de la perdre. Oui, vous avez dansé avec le diable. Faites attention à qui vous visez, car quand ça se calme, il n'y a que douleur et chagrin quand vous vivez sans loi. Nous ne le poursuivons que si la chance de profit est parfaite.